e-commerce et tout ça. Mais peut-être que vous allez nous en parler, je ne sais pas, un petit peu. Je vous l'avoue, oui. Bonsoir, je suis Alexandrine Bantz, avocate au barreau de Toulouse, spécialisée dans le numérique, la propriété intellectuelle et toutes les données personnelles. Je suis aussi correspondant informatique et liberté, qui est un nouveau métier maintenant. Et je vais peut-être plus rapidement, parce que c'est pas que... Donc, dans le délai qui m'est imparti, essayer de vous expliquer un petit peu la loi informatique et liberté appliquée au big data. Donc juste pour mémoire, moi je n'ai pas fait de PowerPoint, j'ai une méthode plus traditionnelle. Pour mémoire, la loi informatique et liberté a donc été promulguée en 1978 dans un contexte assez particulier où il y avait les premières grosses bases de données qui voulaient être mises en œuvre par le gouvernement et où les citoyens avaient peur, justement, étant encore dans un contexte après-guerre, d'être fichés avec les effets que l'on a pu connaître dans l'Allemagne nazie. Donc il y a eu une levée de boucliers et on a inventé, c'est les Français qui ont inventé une loi, un régime juridique pour encadrer effectivement la manipulation de données à grande échelle, qui pour l'époque était grande échelle, ce qui aujourd'hui nous semble une petite échelle. Cette loi, il faut le préciser, est applicable autant au monde du numérique qu'au monde du papier. C'est-à-dire que ce sont toutes données qui, directement ou indirectement, permettent d'identifier ou de rendre identifiable une personne, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Et ce, par un traitement. Donc le traitement, il doit être systématique, méthodique, etc. Mais rien dans la loi n'indique que le traitement, à savoir la base de données, doit être numérique. Donc un classeur, un répertoire, une bibliothèque est un traitement, puisqu'il permet de manière méthodique de classer les données. Donc ça c'est une précision, hein. On n'échappe pas à la loi informatique et liberté, il y a peu de domaines qui échappent à la loi informatique et liberté. Et cette loi a permis aussi d'étendre son champ. Dans les années 2000, il y a eu donc l'Union européenne s'est emparée de cette loi et on a fait une directive, la moderniser. Et donc par le biais de l'Europe, nous avons aujourd'hui une nouvelle loi qui reprend l'ancienne, mais qui est adaptée maintenant au monde numérique. Et cette nouvelle loi a doté la CNIL de nouveaux pouvoirs un petit peu plus renforcés et lui permet de faire un peu plus de contrôle et un peu plus de prévention. Cela a permis aussi aux 27 pays de l'Union européenne d'avoir des CNIL, ce qui permet d'avoir un niveau de protection équivalent dans les 27 pays de l'Union européenne et également d'ouvrir un espace de discussion au niveau de la Commission européenne par le groupe qu'on appelle le groupe G29. Parce que c'est prévu par l'article 29 de la directive, tout simplement, et qui permet de traiter les questions internationales. Pourquoi ? Parce que la directive prévoit que le transfert de données vers l'international doit être autorisé s'il n'est pas fait vers un pays de niveau législatif équivalent, de niveau de sécurité législatif équivalent. Font partie de ces pays sur la liste noire de la Commission européenne, en premier lieu, les États-Unis. Donc, c'est pour le business international assez compliqué, surtout pour les banques et les assurances. Et j'en viens à l'actualité très récente du début d'octobre 2015, où pour parer en fait à cette interdiction formelle, le transfert vers les États-Unis, a été monté une espèce d'accord transfrontalier appelé le Safe Harbor. Cet accord transfrontalier permettait à certaines entreprises qui se dotaient volontairement de certaines mesures qui reprenaient le cadre de la directive, d'être autorisées à faire des transferts de données. Donc, les gros groupes de banques, d'assurances, etc., se sont dotés de telles mesures qui en fait sont des chartes qualité. Mais ce Safe Harbor a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc il a annulé l'accord. De sorte qu'aujourd'hui, on retombe dans le schéma initial, ce qui pose un problème aux politiques et évidemment aux grosses entreprises, à savoir que le transfert de données de masse, de données du groupe à caractère personnel vers les États-Unis est de nouveau interdit. Sauf à demander au cas par cas
l'autorisation dans chacune des CNIL nationales. Ce qui devient compliqué. Oui. Donc voilà le schéma actuel. Alors pourquoi, comment une donnée personnelle, et j'ai noté deux, trois choses que vous aviez dites. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet de manière, c'est une donnée ou un groupe de données qui permet de manière directe ou indirecte d'identifier une personne. Et on parle maintenant dans le big data de données anonymisées. La difficulté, c'est qu'effectivement, on est dans le big data, donc on a compris qu'il y avait des moyens, qu'il y avait des objectifs, et des données plus ou moins actualisées, parfois un peu vieilles, parfois moins vieilles. En tout état de cause, on arrive à faire des regroupements de données sur beaucoup de choses, et il y a très peu de données véritablement anonymisées, parce que même si vous n'avez pas le nom et le prénom de la personne, si vous croisez les données de tel groupe, de tel type de données, avec par exemple les données de téléphone ou avec d'autres données d'achat d'une carte de bus ou autre, vous arriverez toujours à retrouver très précisément le nom et le prénom de la personne. Donc le croisement de données du big data ne permet plus cette anonymisation, sauf à le rendre anonyme dès le départ. Et donc dès le départ, dans la collecte, et non pas a posteriori. Et ce croisement de données est de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'auparavant, comme on l'a expliqué, on pouvait mettre 2, 3 jours ou 2 mois pour arriver à retrouver une personne. Maintenant, avec une dizaine d'indicateurs, on arrive en quelques heures à retrouver la personne et à retracer toute sa vie. Par exemple, il y en a qui s'amusent à faire ce travail pour le démontrer avec des posts sur Facebook, avec des tweets, etc. Donc, la première difficulté, c'est l'anonymisation. Une donnée personnelle, c'est véritablement votre vie. C'est toutes les données personnelles, y compris maintenant, alors ça dépend des aspects de la jurisprudence IP. Alors, en quoi ça pose problème? Vous allez me dire en quoi ça pose problème. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui traite derrière ces données-là. Et on commence à voir apparaître de la publicité non sollicitée, c'est une chose, parfois en masse, mais ça peut aller de manière encore plus loin. Et c'est là où on aura tous les aspects sécurité derrière. Donc la loi informatique et liberté, pour en revenir à la collecte, préconise que la personne dont on va traiter la donnée, ou les données, doit être informée de l'ensemble des process dans lesquels ces données vont être traitées, retraitées, redécoupées, data minée, crédit, ou je ne sais pas quoi. Y compris si à un moment donné ces données datent de 2005 par exemple et qu'ils sont tout d'un coup en 2015 ouverts dans l'open data. Donc si cette information n'a pas été fournie au préalable, elle doit l'être au moment où la donnée va changer de finalité, c'est-à-dire va changer d'objectif dans le traitement. Et la personne doit pouvoir dire oui ou non à ce nouveau traitement, à cette nouvelle finalité. Donc, ça nécessite la mise en œuvre d'énormément de formalités, qui n'est pas fait. Qui n'est pas fait. Qui devrait être fait, mais qui n'y est pas. À cela, le big data n'est pas du tout conforme, dans ce qu'on vient de voir, à la loi informatique et liberté. On dit par autrement, la loi informatique et liberté n'est plus adaptée au big data. Mais c'est la seule manière que le législateur a trouvé pour que les personnes puissent garder la maîtrise de leurs données à un moment donné. Mais cette maîtrise, ça fait très longtemps qu'en réalité, elle nous a échappé. Donc la collecte est vraiment encadrée par des règles un petit peu éthiques, d'information et de consentement préalable ou de consentement au fur et à mesure de l'évolution du traitement des données dont l'entreprise ou la collectivité veut essayer de retravailler ou d'offrir à des data. Donc la difficulté, on voit bien, c'est cette finalité. La finalité, c'est un critère très important de la loi informatique et liberté, à savoir que quand on va faire une déclaration, on va dire, voilà, je vais élaborer tel type de base de données avec tel traitement derrière associé. Donc un traitement, c'est-à-dire on va le mettre dans tel type de moteur, on va utiliser tel logiciel pour telle finalité. La finalité, l'établissement vert, la finalité, on est usager de TCO. La finalité, on va être, je sais pas, usager d'une autre chose.
c'est une finalité. On change de finalité, c'est-à-dire on ouvre dans le metadata, eh bien il faut refaire une démarche. D'abord, redemander aux personnes concernées et refaire une déclaration à la CNIL. D'accord ? Et cette déclaration peut tout d'un coup, parce qu'on change d'optique, se transformer non plus en déclaration, mais en demande d'autorisation. Parce que la déclaration, en réalité, c'est le régime simplifié. Il y a tellement mis en œuvre de bases de données que la CNIL a fait des déclarations simplifiées. On regarde si on remplit les critères, c'est bon, on ne va pas plus loin, on a rempli notre fichier. Mais en réalité, si on va plus loin, quand on associe des données de santé, on associe des données dites sensibles, le numéro de sécu, des données privées à caractère religieux, politique, etc., ou ethnique, on va rentrer dans un système où la CNIL doit vous donner l'autorisation de traiter l'ensemble de ces données. Donc c'est des dossiers un peu plus compliqués, et là, on n'est pas sûr d'avoir l'autorisation. Et normalement, ce sont des choses et des formalités qui doivent être mises en place. Donc, on voit de suite que la loi informatique et liberté est beaucoup plus contraignante que la petite mention qu'on voit à la fin de tous les formulaires ou on voit maintenant affiché sur les pages internet, vous acceptez votre cookie, etc. C'est bien beau d'accepter un cookie, mais en réalité, c'est un leurre. Parce qu'on ne vous dit pas, on vous donne une finalité, mais on ne vous donne pas toutes les finalités. Et on voit là la limite, en réalité, de cette loi par rapport aux usages qui sont désormais faits de nos données. J'ai fait une parenthèse sur les cookies. Effectivement, depuis un décret une loi récente, enfin une adaptation de la directive en tout cas, on est obligé d'informer les usagers que les cookies sont enregistrés sur l'ordinateur. Les cookies, vous savez, c'est ces petits fichiers qui permettent l'affichage du site internet. Pourquoi ? Parce que au niveau européen, on a considéré que le cookie pouvait être récupérateur de données personnelles parce qu'il va enregistrer toute la navigation que vous avez faite sur les pages internet, il va enregistrer vos données de formulaire, il va enregistrer comme ça. Donc on va pouvoir faire des statistiques, on va pouvoir savoir en croisant les données si vous avez acheté des chaussures, de quelle taille, etc. etc. Et donc dresser de vous un portrait. Donc, ce sont des données qui vont dont on va se servir, mais qui sont à caractère personnel. Donc, on vous informe maintenant sur tous les sites internet qu'il y a des cookies. Mais au final, voilà, on ne vous donne pas toutes les finalités de tout ça. Donc, les finalités, c'est-à-dire la restitution. La loi informatique et liberté dit que lorsque il y a un traitement de données personnelles, ça doit être loyal. La collecte doit être loyale, mais le traitement doit être loyal. On ne doit pas se servir d'un traitement, d'une base de données, pour, par exemple, refuser un contrat. Par exemple, refuser un contrat de banque, un contrat de crédit, refuser un contrat d'assurance. C'est-à-dire faire du scoring, c'est-à-dire faire des statistiques sur votre propre profil. On n'a pas le droit de vous opposer ça. Sauf à ce que vous donniez votre consentement à ce traitement de toutes vos données personnelles. Évidemment, aucun banquier ne vous a demandé si vous étiez, si vous consentiez à ce que vos données soient moulinées pour qu'on fasse un profil type social de votre foyer fiscal, etc. Donc, on ne doit pas pouvoir vous refuser un contrat, on ne doit pas vous l'opposer dans un cadre particulier, on ne doit pas s'en servir contre vous. Sauf si on vous en a informé au préalable, que vous étiez parfaitement informé, etc. etc. Mais cette interdiction de déloyauté est très forte et très peu appliquée en réalité. Et c'est une obligation d'ordre public. On ne peut pas y déroger normalement. Alors on ne peut ni y déroger dans un contrat, parce qu'il y a beaucoup de contrats dans le domaine des données personnelles, ni même de fait en imposant les choses aux clients ou aux usagers d'une collectivité. Donc, on voit que la loi informatique et liberté prévoit des choses très concrètes, mais qui ne sont pas vraiment adaptées dans un contexte où on va démultiplier le croisement de fichiers, de données, on va démultiplier les sources, parce que ça peut venir de la métropole, ça peut venir de l'université, mais ça peut venir par exemple, des sites internet sur lesquels vous avez fait vos courses, carrefour.fr ou je ne sais pas quoi, des sites internet où vous avez pris une assurance, modifié votre profil pour le mettre à jour de je ne sais pas quoi. Enfin,
je pense qu'on passe à peu près plus d'1 heure par semaine à remplir des profils Internet rien pour avoir accès à ses propres services de banque, d'assurance, etc. N'arrête pas. Hein. N'arrête pas. Mais ces données que vous remplissez, elles ne servent pas uniquement pour l'exécution du contrat auquel vous avez souscrit. Et c'est ça la difficulté et la limite un petit peu de la loi informatique et liberté. Et il y a un dernier critère qu'impose la loi, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire, un exemple tout bête, on ne va pas vous demander votre pointure de chaussures pour aller souscrire une assurance auto. Et pourtant, c'est disproportionné. Et pourtant, on remarque parfois qu'il y a des questions qui sont sans rapport avec l'objet du formulaire ou du contrat que vous voulez souscrire et qui sont obligatoirement à remplir avec une petite SMS. Et ça, c'est dérangeant. Combien d'enfants vous avez pour souscrire une assurance auto? Il n'y a pas de lien, etc., etc. Et ce critère de la proportionnalité est aussi très délicat et vraiment combattu par la loi informatique et liberté, par la CNIL. Donc, la CNIL est un petit peu restreinte dans ce monde du big data parce qu'elle n'arrive pas à mettre en place les mesures d'information nécessaires auprès des usagers et auprès des utilisateurs des bases de données big data. Arriver à mettre en place des outils, par exemple par le biais de correspondants informatique et liberté, donc je sais que toute métropole en a un, c'est-à-dire une personne qui est chargée au sein des collectivités de faire en sorte que les traitements de données soient licites. C'est une personne qui est indépendante normalement, qui a un statut indépendant, même s'il est salarié, et qui doit avoir cette liberté, cette indépendance pour dire, attention, tel traitement n'est pas licite au regard de la loi, il faut bien mettre en place telle et telle mesure. Donc c'est une volonté pédagogique de diffuser vraiment la loi informatique et liberté au sein des structures pour ne pas avoir un rôle uniquement de sanction auprès des grands utilisateurs des bases de données. Parce que sinon, si on est dans un rôle de sanction, il va y avoir une confrontation et il n'y aura pas d'apprentissage ni d'application de la loi. Donc Google, effectivement, mais beaucoup d'autres aussi, récupèrent des données personnelles. Donc ils sont un petit peu contrariés par l'annulation du Safe Harbor. Facebook aussi, il y en a beaucoup. Google a été sanctionné, Facebook le sera sûrement. Ils ont la particularité de récupérer vos données personnelles par de nombreux biais et de vous expliquer que tout ce que vous laissez sur les applications Google, Gmail, les applications Google Docs, etc., de partage collaboratif qui sont très ludiques, tout ce que vous laissez, c'est-à-dire les messages que vous envoyez ou bien les petites annotations, etc., sont la propriété de Google à partir du moment où ils ont transité par une application Google. Donc, c'est absolument contraire au droit français. Maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui arrive à faire un procès à Google. Il y en a un qui arrive aussi qui tente de faire quelque chose contre Facebook, mais il est autrichien, il a des moyens, je pense, et du temps. C'est très compliqué. Et la problématique, c'est qu'en attendant qu'on fasse annuler ces clauses abusives, ils le font, ils l'utilisent, le stockent, le traitent, le réutilisent contre vous à une échelle qu'on ne connaît pas, ouvrent leurs données et leurs ressources à la CIA et aux agences gouvernementales américaines pour faire du renseignement, de l'intelligence économique. Et on le sait, sont à la recherche en permanence de nouvelles idées et de nouvelles sources d'inspiration pour leur business. Ce n'est pas juste de l'autre côté de l'Atlantique, à San Francisco, en disant c'est très loin. C'est tous les jours. Ils font une analyse, ils ont des services d'analyse de données de tout ce qui transite sur leurs médias. Donc il faut faire quand même très attention. Ils sont très au point par rapport à tout ça. De la même manière, quand ils cartographient avec Google Maps, ils cartographient le monde entier. C'est leur but. Ou quand ils veulent récupérer toutes les données avec Google Book, tous les livres qui existent, numériser toutes les bibliothèques du monde, c'est la même chose. Pour s'approprier le savoir, parce qu'un jour, ils ont l'intention de nous rendre payants tous les services qu'ils nous proposent gratuitement. Donc, on voit que d'un formulaire rempli un jour, parce qu'on avait besoin d'accéder à un service, on avait un besoin immédiat,
ça se retourne à la fin contre nous, mais je m'inclus aussi, malheureusement, nous tous, malgré les remparts de la loi informatique et liberté ou de la loi en général au niveau européen. Je ne sais pas si j'ai pu traiter tous les sujets d'un coup. Tous, ça serait étonnant, mais, mais en tout cas, pas mal.